Bienvenue, bonjour à tous. Je vous dis simplement en un mot le principe de la journée. Vous allez avoir 8 interventions, chacune durant 30 minutes, qui donneront lieu à des discussions que j'espère animer avec vous tout au long de la journée. Le point important de cette journée, c'est qu'il n'y a pas de thème. Il n'y a aucun thème. Il y aura des échos, bien sûr, d'une intervention à une autre, mais voilà, chaque intervenant est là pour présenter un ouvrage, une réflexion particulière dans tous les champs. L'idée étant d'aller au-delà du champ de la santé et dans toutes les disciplines. Voilà, un peu dans l'esprit aussi de notre revue française d'éthique appliquée dont Emmanuel vient de parler. Voilà, il se trouve que je suis le premier intervenant, donc je vais me donner la parole tout de suite. Et ah oui, voilà, très important, vous pouvez prendre du café et du jus d'orange autant que vous voulez. Alors sur le programme, il était écrit que je vous présenterai quelque chose autour de la solidarité du big data. J'ai complètement changé d'avis. Donc, ce que je vais dire n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Pour une raison simple, c'est que nous avons eu un événement mercredi soir sur ce même thème et que certains d'entre vous étaient présents. Et ce que je vais vous présenter, donc, c'est une réflexion sur un robot. Sur un robot qui a l'apparence d'un phoque, dont certains ont entendu parler sans doute, et qui s'appelle Paro. Ce robot, il est utilisé dans les EHPAD en particulier, mais potentiellement par toutes les personnes atteintes de troubles psychiques, intellectuels, cognitifs. Le contexte dans lequel je l'ai le plus vu, moi, c'est bien sûr dans les EHPAD. Voilà. Et la réflexion que je vous propose donc sur ce phoque qui s'appelle Paro et que je vais essayer de décrire aussi bien que je pourrais, même s'il est assez indescriptible, c'est une réflexion finalement autour des robots. Alors qu'est-ce qu'un robot? Je me réfère à un rapport du CERNA sur la question. Des robots, ce sont des objets capables de traiter une information et de réagir à cette information. Autrement dit, des objets dotés d'un certain degré d'autonomie technique. Et donc, ces robots ont pour caractéristique technique de pouvoir acquérir des données avec des capteurs, d'interpréter ces données. Une deuxième caractéristique majeure du robot, c'est de pouvoir décider et planifier des actions, exécuter des actions dans le monde physique. Donc se déplacer, par exemple, déplacer des objets. Alors, il y a un défi méthodologique quand on essaye de réfléchir en éthique sur les robots, c'est que les robots sont très différents entre eux, très différents suivant notamment leur finalité. Il y a des robots qui ont une finalité domestique, qui rangent par exemple votre appartement. Il y a des robots qui surveillent. Et puis il y a des robots, et c'est ce dont on va parler ici, des robots qui vous tiennent compagnie, ce qu'on appelle des robots compagnons. Donc Paro est un robot compagnon. C'est un phoque donc, qui est extrêmement doux, qui est doté de capteurs, donc qui sent la présence de ceux qui sont autour de lui. Peut-être que dans la salle, certains pourront le décrire mieux que moi. Il s'adapte aux émotions qu'il perçoit, enfin, qu'on lui a appris à percevoir, disons, chez ses utilisateurs. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, moi, sur Paro, c'est que très souvent, quand je me suis rendu notamment à une journée de réflexion éthique sur Paro, l'essentiel de la réflexion éthique sur ce robot portait sur l'impact de Paro. L'impact de Paro. Voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour réfléchir en éthique sur ce robot,
il faut aller bien au-delà de l'impact, parce que l'impact est positif. L'impact de Paro est positif. Paro fait sourire ses utilisateurs, il déclenche des émotions positives, tout cela peut être mesuré, il y a eu des études sur ça. Il permet aussi d'améliorer la communication non seulement de la personne qui s'en sert, mais aussi du personnel qui se trouve autour de la personne. Autrement dit, les impacts de Paro sont indéniablement positifs. Mais il me semble que la première réduction qu'on fait quand on réduit le questionnement éthique à l'impact, c'est d'abord la réduction de ce qu'est une conséquence. L'impact, c'est un certain type de conséquence. L'impact, par exemple, ça peut être un coup de feu dans un immeuble. Voilà, c'est une trace visible, c'est une conséquence visible, et c'est une conséquence mesurable. Ça, c'est un impact. Donc, on voit bien, avec l'idée du trou dans l'immeuble, le diamètre du trou est mesurable et il est bien sûr visible. Mais il y a plein de conséquences d'un objet comme Paro qui ne sont pas immédiatement visibles. Alors, je vais donner un exemple d'un autre objet technique, rapidement, dont m'a parlé dont j'ai entendu parler lors d'une réunion avec une personne qui travaillait chez Google. Et cette personne-là m'a parlé d'une application qui pourrait être utilisée par des personnes atteintes de troubles cognitifs. Cette application permettant de faire remonter des photos de famille à la personne malade et à la soumettre continuellement à des questions qui réfléchissent sa mémoire. Donc l'application fait défiler comme ça des photos. Et donc là, évidemment, l'impact est positif. Il y a même quelque chose qui lui permet d'entretenir sa mémoire, de maintenir un lien avec ses proches. Mais si l'on s'en tient là, on ne voit pas toutes les conséquences de cette application. Il faudrait voir aussi comment, à long terme, une telle technologie modifie l'écosystème autour de la personne. En l'occurrence, il faudrait voir si, avec le temps, notamment avec l'aggravation des troubles, la tablette de médiation qu'elle était entre la personne malade et ses proches ne devient pas la personne malade elle-même, l'épicentre de la relation. Ce qui aurait pour effet de satelliser la personne. Finalement, il deviendrait plus facile pour accéder à cette personne d'entrer en relation avec cet objet-là qu'avec elle. Autrement dit, on voit bien comment une technologie transforme avec le temps son environnement. Au fond, cela conduit à une idée qui avait été exprimée lors des dernières 10 heures de l'éthique par Vincent Bontemps, reprenant Gilbert Simondon. Les objets techniques ne sont pas des instruments que nous pouvons utiliser comme bon nous semble. Ou plus exactement, la réflexion éthique sur un objet technique ne dépend pas seulement de l'usage que nous décidons d'en faire. Il y a souvent ce discours chez les promoteurs des techniques. Au fond, cette technique, c'est une technique. Vous pouvez ne pas l'utiliser si vous ne voulez pas l'utiliser. Et tout dépend de comment vous l'utilisez. Mais cette thèse, qu'on appelle la conception instrumentale de la technique, au fond, oublie que l'objet technique transforme l'humain, transforme son environnement, transforme les habitudes de vie et transforme potentiellement aussi la biologie de l'être humain. C'est un exemple peut-être un peu bateau, mais le téléphone portable, voilà, a totalement transformé nos modes de vie. Nous ne prévoyons plus de rendez-vous, il n'existe plus de cabine téléphonique autour de nous, et cette technologie est devenue nécessaire. Nous comptons sur elle. Donc elle développe de nouvelles attentes que nous acceptons totalement.
Donc voilà, pour ce point, il faudrait donc voir de façon plus large comment Paro transforme à long terme l'environnement dans lequel il est implanté. Alors il y a une citation aussi de Miguel Benassayag qui a écrit un ouvrage, donc Cerveau augmenté, homme diminué, que peut-être certains ont lu, et qui reprend cette idée. Nos contemporains continuent de penser que les technologies qui augmentent le pouvoir de nos vies, qui créent cet homme augmenté, permettent simplement à l'homme, resté inchangé dans son essence, de bénéficier de nouvelles fonctions ou applications. Alors qu'en réalité, par la relation être vivant, culture, technologie, nous nous trouvons immergés dans une véritable coévolution où l'ensemble se modifie en même temps que les éléments qui le composent. Les cerveaux existent en effet dans les corps et les écosystèmes et ne fonctionnent pas de façon isolée. Et Benassayag cite l'exemple des chauffeurs de taxi qui se dirigent grâce à un GPS et qui, du coup, voient leur cerveau transformé par cette utilisation. Donc, le premier point important quand on réfléchit en éthique sur un objet technique comme Paro, c'est de réfléchir à toutes les conséquences, aux impacts bien sûr, mais aussi à ces conséquences qui ne sont pas des impacts et qui ne sont pas visibles. Mais il n'y a pas seulement que les conséquences. Au-delà des conséquences, il y a les valeurs des personnes qui comptent. Et cela conduit à explorer une autre tradition en philosophie morale que le conséquentialisme, c'est-à-dire l'idée que une action est bonne pourvu qu'elle ait de bonnes conséquences. Une action est moralement bonne pourvu qu'elle ait de bonnes conséquences. Cette autre tradition, c'est le déontologisme, autrement dit, une certaine philosophie morale qui considère que nos obligations morales reposent sur des valeurs que nous voulons honorer, et non pas seulement sur des conséquences que nous souhaitons promouvoir, sur des valeurs que nous devons honorer. Ces obligations impliquent que nous devons nous abstenir de certaines actions, quand bien même ces actions auraient des conséquences que nous jugerions positives, agréables ou efficaces. Par exemple, et ça fera le lien avec l'intervention qui suivra, nous devons tenir nos promesses, quand bien même à certains moments les promesses que nous tenons ne nous sont pas agréables ou sont inutilement contraignantes. Alors ici, quand bien même Paro rendrait ses utilisateurs heureux, épanouis, il resterait à se demander si laisser des personnes dans l'illusion qu'il s'agit là d'un véritable animal, autrement dit d'un phoque, est défendable d'un point de vue éthique. Et là-dessus, il y a eu une expérience de pensée très intéressante et très connue, celle de Robert Nozick, qui est l'expérience de la machine à expérience. Nozick imagine que nous pourrions, qu'il pourrait exister une machine qui pourrait nous faire vivre des expériences agréables et même des expériences qui correspondraient à nos désirs, grâce à des stimulations neuronales. Et une fois que nous sommes dans cette machine, nous ne sommes pas conscients d'y être. C'est un peu comme la Matrix. En revanche, Nozick dit, nous pouvons choisir de nous mettre dans cette machine. Et Nozick se demande si nous accepterions de passer notre vie dans une machine, comme ça. Et Nozick dit non, nous n'accepterions pas, parce que ce que l'être humain recherche, ce n'est pas seulement le vécu, ce n'est pas seulement le fait de vivre des expériences, mais c'est aussi le fait de provoquer les expériences qu'il vit. C'est aussi l'être humain n'est pas seulement attaché à la vérité, à l'agrément ou au plaisir que ces expériences lui procurent, il est aussi attaché à la vérité de ces expériences, au fait qu'elles se passent vraiment et que nous les avons provoquées. Alors de la même façon, pour revenir à Paro, on y est déjà à Paris. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, au sujet de Paro, que les personnes auraient préféré ne pas se trouver dans cette situation et qu'il nous reviendrait la responsabilité, en l'honneur de leurs valeurs, de nous porter garant de la fidélité à ce qu'ils ont été.
une objection donc importante face à l'utilisation de Paro. Mais à ce moment-là, il y a trois objections, trois contre-objections qui apparaissent, que je vais essayer de dire rapidement. La première étant que on ne sait pas ce que, suivant d'ailleurs les stades de la maladie, des démences, on ne sait pas ce que les personnes atteintes de troubles cognitifs croient réellement. Il se peut qu'elles soient pleinement conscientes ou conscientes par intermittence qu'il s'agit là d'un faux phoque, et il se peut qu'elles se plaisent très bien à être illusionnées. Et dans ce cas-là, on ne voit pas très bien au nom de quoi on viendrait leur retirer cet usage de Paro. Une autre contre-objection est que finalement, c'est très différent de placer les personnes dans une machine de force et de donner un phoque à quelqu'un. Autrement dit, les personnes ont le choix d'utiliser Paro ou de ne pas l'utiliser. Évidemment, dans les EHPAD, personne ne force. Enfin, il faudrait voir. Hein, peut-être qu'il y a des témoignages de ce point de vue-là, mais personne ne force des personnes atteintes de troubles cognitifs à utiliser Paro. Puis la troisième contre-objection, c'est que la personne atteinte de troubles cognitifs n'est pas en mesure de choisir entre une vie de bien-être factice et une vie moins agréable, faite d'expériences réelles. Donc, finalement, autant lui offrir cette possibilité d'avoir un moment de relation, d'échange avec ce phoque. Alors, il y a maintenant une autre objection qui vient un peu affiner la réflexion éthique sur Paro. Quand bien même les utilisateurs sont conscients qu'il s'agit là d'un phoque, et quand bien même les utilisateurs peuvent ne pas recourir à Paro, il reste qu'on a voulu créer l'illusion en prêtant à Paro des traits très proches d'un phoque, en utilisant le biomimétisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc l'intention des concepteurs de Paro et des personnels de l'EHPAD est clairement de susciter et maintenir l'illusion. Or, le propre de l'illusion n'est pas nécessairement de duper, autrement dit de mentir, de montrer une fausse réalité en faisant croire qu'elle est vraie, mais le propre de l'illusion, c'est de créer un trouble entre la réalité et la fiction, ce qui est le principe même de l'illusionnisme. Si les illusionnistes fascinent tant, c'est parce qu'ils jettent un trouble, précisément, sur la réalité, trouble qui peut aller très loin, puisqu'il peut déterminer notre capacité à agir. Alors, j'ai cité un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais avec des lunettes de réalité virtuelle, de vous promener dans un endroit où tout d'un coup, il y a une falaise devant vous, et là, vous savez très bien qu'il n'y a pas vraiment de falaise devant vous, et que si vous avancez, vous n'allez pas tomber. Mais pourtant, il y a quelque chose en vous qui résiste, et vous ne le faites pas. Donc, il y a quelque chose dans l'ordre de la confiance qu'on porte à son environnement qui n'est pas rationnel, qui est strictement affectif et corporel. Pour citer un autre exemple, nous étions à Tours ces derniers jours pour la réunion des espaces éthiques et des bébés en plastique ont circulé entre nous, et des bébés extrêmement bien faits qu'on utilise aussi dans les EHPAD. Et c'est très perturbant de tenir ce bébé parce que on a envie d'en prendre soin alors qu'il n'est pas de chair et d'os. On n'a pas du tout envie de le faire tomber par terre, par exemple. C'est quelque chose d'assez douloureux. Donc, on a voulu créer l'illusion avec Paro. Et le problème éthique que pose cet illusionnement, c'est que cette illusion s'accompagne d'émotions, finalement, des personnes qui se servent de Paro, et de l'illusion que Paro éprouve des émotions. Donc, autrement dit, on crée une attente
une attente qui sera forcément déçue parce que Paro n'a pas d'émotion. Et de ce point de vue-là, le rapport de la Serna est très clair. Un robot dit affectif n'est pas un robot qui a des affects, mais un robot qui peut exprimer des émotions, ou des émotions qui seront interprétées comme telles par un humain, ou reconnaître des émotions chez des humains, ou raisonner en tenant compte des informations relatives aux émotions. Autrement dit, le robot ne ressent pas évidemment d'émotions, il traite des émotions. Autrement dit, Paro est une sorte de miroir émotionnel de la personne, et en ce sens, il peut être très décevant, mensonger, porteur d'une promesse qu'il ne peut pas tenir, et aussi peut-être enfermant pour la personne qui se retrouve finalement dans un tête-à-tête avec elle-même. Donc, le deuxième point était que tous les impacts ne sont pas des conséquences, mais qu'il n'y a pas que les conséquences, qu'il y a aussi les valeurs. Et je voudrais en venir à un troisième point de la réflexion éthique sur Paro, qui est le contexte de l'utilisation de Paro. Outre les conséquences d'une technologie, outre la question de savoir si cette technologie transgresse nos valeurs, il reste aussi à réfléchir sur le contexte qui rend nécessaire Paro. Qu'est-ce que Paro nous dit de son contexte ? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expérience de pensée du tramway. Un conducteur de tramway a le choix entre continuer sur la même voie et tuer 5 personnes qui s'y trouvent, ou tuer une personne en bifurquant. Enfin, c'est tout. Après, il y a des variantes. J'entre pas dans les détails. Ce que j'aimerais juste dire sur ce point-là, c'est ce qu'en a dit l'inventeuse, celle qui a inventé cette expérience de pensée, qui est Philippa Foot. Philippa Foot nous dit le problème n'est pas seulement la réponse qu'on donne à la question de savoir s'il faut bifurquer ou non, mais la réduction du problème du tramway à ses conséquences. Il faudrait aussi, pour enrichir la réflexion éthique, s'intéresser aux freins du tramway. Est-ce que le tramway a de suffisamment bons freins pour s'arrêter ? Est-ce qu'on s'est intéressé aux raisons pour lesquelles des gens circulent sur les voies ? Autrement dit, on pourrait se poser beaucoup d'autres questions comme ça sur le contexte de ce questionnement et le fait que cette question n'aurait peut-être pas dû se poser. Alors ici, on pourrait faire le même raisonnement sur Paro. Et Paro nous interroge sur son contexte, et il est peut-être le symptôme d'un contexte éthiquement problématique. Alors, de quoi Paro peut-il être le symptôme ? Alors, de façon évidente, d'un manque de moyens humains dans les EHPAD, par exemple. Alors, on reviendra peut-être sur ce point, je suis sûr que vous avez plein de choses à en dire. Mais Paro peut être aussi le symptôme d'un autre problème que j'aimerais beaucoup plus développer devant vous. C'est un contexte où les personnes âgées souffrent d'un déficit de communication, finalement. Les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. C'est d'ailleurs ce à quoi Paro veut remédier. Or, il y a aujourd'hui des constats qui se dégagent sur ce manque de communication. J'étais allé à une journée sur ce thème-là à Lille, une journée d'études. Les constats qui en sortaient, c'est que le personnel de soins essaye de s'adapter aux besoins émotionnels des personnes, mais qu'il y a une insuffisance de personnel pour compenser les besoins émotionnels des personnes, et donc des progrès à réaliser pour comprendre la communication non verbale des personnes atteintes de troubles cognitifs. Autrement dit, l'enjeu ici, c'est que cette communication non verbale, finalement, nous ne la maîtrisons pas, et elle reste un continent à explorer. Et plutôt que d'essayer de persévérer et d'apprendre cette communication, nous déléguons la responsabilité à une machine.
Au fond, cela pose un problème philosophique plus important encore, qui est une certaine idée de la communication que nous avons. Une certaine idée de la communication que nous avons fondée sur le langage. Au fond, Paro est peut-être le symptôme du fait que notre communication, ou plutôt nous ne concevons nos communications que dans le cadre du langage. Là, je vais reprendre une analyse que nous avions faite avec mon collègue sociologue Sébastien Moser, en montrant que finalement, face aux personnes atteintes de troubles cognitifs, nous essayons toujours des substituts au langage, et que ces substituts finissent par être totalement inefficaces. Alors, le premier substitut, c'est, donc Sébastien Moser qui l'avait montré, les procédures de réparation, servant à indiquer à l'autre, quand il ne trouve pas son mot, par exemple, qu'il y a un problème, qu'il y a une nécessité de clarifier le propos. Et Sébastien avait fait une analogie entre l'aidant et le souffleur au théâtre. Mais ce qui se passe donc dans les couples en général, c'est que cette stratégie du souffleur fonctionne un temps, mais elle s'expose aussi à de gros échecs, puisque la personne ne sait pas finalement quel mot elle a oublié. Donc finalement la vérification du souffleur ne fonctionne pas. Et donc ces échanges se finissent souvent par un abandon. On n'essaye plus de savoir ce que la personne a voulu dire et on essaye en public de sauver la face de la personne qui n'arrive pas à continuer à parler et qui se trouve donc condamnée au silence par peur d'être gênée davantage. Donc la réparation langagière ne fonctionne pas. Deuxième stratégie, la substitution. À la personne. On essaye là, en renonçant à dévoiler les intentions présentes de la personne, de ranimer ses intentions passées, ses désirs passés, et de comprendre son présent à la lumière de son passé, des désirs qu'elle a pu exprimer tout au long de sa vie. Échec à nouveau, pourquoi ? Parce que l'être humain, qu'il soit ou non atteint de troubles cognitifs, est changeant. Et finalement, rappeler en renfort la personne qu'elle était ne suffit pas entièrement à comprendre ce qu'elle est devenue. Au fond, toutes ces stratégies témoignent d'un échec. Comprendre la communication exclusivement comme communication langagière. Sans langage, pas de salut, pas de dignité humaine. Ce dont Paro témoigne, au fond, c'est le privilège éthique donné à la communication langagière par rapport à toute autre forme de communication non langagière et plus largement non référentielle, c'est-à-dire qui ne réfère pas à un signifié à l'extérieur donc, du dialogue. Et donc peut-être une solution que nous souffle Paro, que nous souffle le problème Paro, et le problème n'est pas Paro en lui-même, mais ce qu'il peut nous faire dire, c'est d'investir cette communication non langagière. Le philosophe Charles Taylor élargit la notion de langage, alors à ce moment-là ça reste une communication langagière, mais au sens large, à l'ensemble des attitudes qui font signe vers un sens commun, des gestes, des regards, des sons, peuvent signaler une appartenance commune sans pouvoir être compris et explicités dans un langage commun, avec des mots renvoyant à des référents communs, et sans viser la transformation du monde. Voilà. Par exemple, quand nous faisons rire un enfant en nous cachant derrière un fauteuil, nous communiquons, nous créons un monde commun avec cet enfant, dans lequel l'acte de se cacher devient un événement attendu et drôle, ou pas d'ailleurs, mais il y a là quelque chose qui se crée comme un monde commun
et qui n'a pas de visée de transformation du monde. Alors, on pourrait aussi citer le documentaire Une jeune fille de 90 ans, que certains ont vu, mais je n'insisterai pas là-dessus. Je conclurai simplement en disant que, au fond, le problème n'est sans doute pas Paro. Le problème n'est sans doute pas Paro en lui-même, n'est pas l'existence de Paro. Le problème, ce sont les fonctions que nous risquons de prêter à Paro, finalement, et la façon dont Paro risque de nous transformer, de nous faire accepter que l'essentiel de la communication se joue entre le phoque et la personne. Et au fond, à partir de là, on peut avoir plusieurs positions. On peut dire que Paro est un faux remède parce qu'il justifie la persistance du contexte existant. On peut aussi dire que Paro est mieux que rien. Mais dans tous les cas, l'essentiel est de voir ce que Paro pointe de nos insuffisances dans la façon dont nous sommes en relation avec ces personnes-là. Voilà, je vous remercie.